Bon, mais bonjour à mes trois compatriotes en face. Ça fait déjà une demi-heure qu'on se parle. On est en ce moment au Lab École, dans Québec, dans notre local, qui est super éco, mais où on a créé beaucoup de choses. Je suis avec deux amis collaborateurs, Pierre Lavoie, qui est un athlète incroyable, un conférencier remarquable. Pierre Thibault, un architecte de grand talent. Moi, je me plais toujours à dire que c'est parmi les plus grands architectes canadiens vivants qu'on ait. Puis on est chanceux, on l'a avec nous autres au lab, aussi professeur à l'Université Laval en architecture et un super maire. Et un inconnu. Bruno Marchand, maire de Québec, un gars de cœur, de vision, un passionné. On se connaît pas personnellement. C'est la première fois qu'on va passer vraiment du temps ensemble. Mais à chaque fois que j'entends une entrevue avec toi, je dis, wow, lui, il a de l'énergie, il a de la vision. Puis, je suis un gars qui voit ça de l'extérieur parce que moi, j'habite la rive sud de Montréal. Fait que C'est ton seul défaut. c'est mon seul défaut. Et j'essaie de le corriger. Oui, On a c'est une ça. entreprise à Québec. Québec souvent. Mais j'étais content qu'on se rencontre parce que aujourd'hui, c'est notre premier podcast. On a décidé de se faire une réunion comme ça de temps en temps avec du monde qui ont une vision face à l'éducation, qui la vivent. Et puis, tu sais, on l'a appelé l'école dans ma cour. Puis aujourd'hui, on est dans ta cour, Bruno. On est dans ta cour parce que être maire d'une ville, c'est particulier parce que une école, c'est le cœur un peu d'un village, d'une ville, d'un quartier, mais c'est provincial. Mais en même temps, tout le quotidien d'un enfant, marcher à l'école ou l'autobus, passer du temps à l'école, revenir à la maison, c'est tout géré par, à quelque part, la ville. Fait qu'on trouvait ça bien intéressant de te rencontrer, d'avoir comme ça une discussion avec toi sur comment tu voyais ça, comment ça se passe, tu sais, dans ta vie, l'éducation. Puis la première chose qu'on s'est dite, c'est pas facile, hein, innover. C'est pas facile. Toi, quand tu es arrivé à la mairie, t'avais-tu réfléchi à l'éducation en tant que telle ou ça s'est comme amené sur ton plateau avec tout ce qu'il y avait d'autre à gérer? Moi, ça a toujours été important que les choses soient faites de façon intégrée. Et l'éducation et les villes au Québec, on a travaillé ça de façon déjà intégrée Mhm. dans l'histoire. Pas nécessairement par volonté. Non. Pas quelqu'un un jour qui a dit, on va travailler. On s'est dit, on va répartir les champs de compétences. Ouais. Puis c'est exactement ce que tu as dit, que s'assurer que tout le monde a une responsabilité et que toutes les responsabilités soient couvertes. Au final, ça a eu pour effet, et ça l'a encore. Dans plein de villes au Québec, on le vit. L'école est indépendante de son quartier. Mhm. Le quartier est indépendant de son école. Alors, je blâme pas l'école, je blâme pas les villes, je fais juste dire, la cour d'école est utilisée pendant qu'il y a de l'école, le gymnase est utilisé pendant qu'il y a de l'école, les activités de ville sont difficilement accessibles parfois aux écoles. C'est compliqué. Alors, l'enfant, qui lui est paradoxalement ce qui intègre tout ça, c'est vrai, c'est comme si on le voyait divisé. Parfois, il est un élève, parfois, il est un citoyen, mais jamais les deux. Ou rarement les deux. Et ça fait en sorte que ça crée des dichotomies, ça crée des problèmes, ça crée des enjeux d'utilisation. Et je pense que ça nous aide pas à former, à éduquer, à faire de ce qu'on veut de notre génération qui grandit quelque chose d'aussi grandiose que ça peut. Mais ça crée des gardes de clocher en différents paliers de gouvernement aussi. Parce que l'école doit être, en fait, effectivement, c'est pour les gens d'un quartier. Là. Ouais. Donc, le lien, la compréhension de ce que les gens du quartier veulent, souhaitent, c'est important. Vous avez des conseils de quartier, la ville. Donc, est-ce que peut-être des antennes qui existent moins pour les centres de services? Donc, comment concilier ça? Est-ce qu'il y a... Je pense qu'il faut concilier qu'on sert tous la même personne. Et ça, dans la fonction publique, on finit par l'oublier. Je me souviens, je travaillais dans un cégep, j'étais à la vie étudiante et les gens de ménage, je trouvais ça dérangeant parce qu'on faisait des activités le soir, on faisait des activités qui mobilisaient, des fois qui salissaient. Puis ils me disaient, ouais, mais il y a des cours le jour, puis là, le soir, on n'est pas capable de faire le ménage. Puis ça venait, c'était issu de la science qui venait dire, si tu es intégré dans ton école, peu importe le niveau, tu as plus de chances de réussir. On a pensé à une époque que réussir, c'était aller à des cours puis livrer sur un examen un résultat. Si tu avais un bon prof, ça allait marcher. Puis on s'est aperçu que c'était plus complexe que ça. Si tu étais intégré, si tu avais des amis, si tu avais un sentiment d'appartenance, tout d'un coup, tes résultats scolaires augmentaient. C'est vrai qu'on a essayé de travailler ça.
L'appartenance, elle vient pas juste de participer à un cours. Elle vient d'être dans une activité, d'être dans une équipe de sport, dans du socioculturel. Alors, on multipliait ça. Les jeunes ménages nous disaient, ben là, vous me dérangez. Moi, fidèle à mes habitudes, des fois, je leur avais dit, ben, je pense que j'ai la solution, les gars. On devrait pas avoir d'étudiants. Ce serait bien mieux. Le ménage, on commence à 9h le matin, à 10h30, il est fini, on part le cégep, puis le lendemain, il est propre. C'est ça. Il y a certains pays c'est la ville, c'est les villes qui gèrent les écoles. L'Europe, En France, c'est l'école primaire, c'est la ville qui... C'est quelque chose que tu aimerais? Penses-tu que ce serait mieux fait Oui. si, à quelque part, le pouvoir organisationnel de l'école, tout ça a été transféré aux municipalités? oui, mais c'est impossible dans le contexte québécois actuel, parce que ça demanderait tellement de changements, mais impossible pour pas dire ça, mais compliqué. Mais oui, parce que Ça donnerait quoi de plus? c'est parce que tu intègres, tu choisis, tu travailles avec le développement de nouveaux quartiers. Où est l'école? Parce qu'elle doit être centrale, parce qu'elle doit être bien située. Présentement, juste, on ouvre une nouvelle école. Ouais. Il y a une loi que le gouvernement a mis en place qui est de dire, les centres de services scolaires nous disent, on a besoin d'une école dans tel secteur, trouvez-nous un terrain. Et là, les villes, qu'est-ce qu'elles font? Puis, il y a des grands litiges. Ils font comme, ben, trouvez-moi un terrain. Si je n'ai pas, ben, la loi fait en sorte que la ville est obligée de payer le terrain puis de le donner à l'école. Qu'est-ce que la ville fait? Par obligation, ben, elle cherche un terrain qui ne coûtera pas cher. Alors, vous voyez dans quelle logique on s'installe? On s'installe plus dans la logique de où le jeune, la famille, le parent, même l'enseignant va être mieux servi. On s'installe dans une logique de coût. Mais ça n'a pas été longtemps parce que les villes avaient un peu délégué cette partie-là au promoteur, puis le promoteur prenait son petit 2% de parc qui transférait pour une école, puis là, il se retrouvait avec des écoles dans des bretelles d'autoroute. Ben, c'est parce que la responsabilité étant celle d'un autre. La ville dit, moi, j'ai pas de pouvoir. Ouais. Ben, je vais essayer de faire en sorte que ça ait le moins d'incidence sur moi possible. Fait qu'il transférait à des promoteurs. Oui, ou tu dis, on avait un exemple, nous, dans Beauport. Il y a une demande. Les quartiers se développent. Et les quartiers, c'est aussi, puis ça, les villes, on a que nous à blâmer. Les quartiers se développent pas toujours avec une grande planification. Ça, on aurait l'impression de penser qu'il y a une grande planification sur 15-20 ans. Pas toujours. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'à un moment donné, ils posent des champignons. Puis là, à un moment donné, tout d'un coup, on fait, merde, il y a des familles qui sont établies là. Puis là, on regarde la carte, on fait, Pas d'école, pas pas d'école. d'épicerie. Oui. Fait que là, on fait, il faut construire une école. Là, le centre de service scolaire est un peu en panique. Fait, la ville, ça nous prend une école. Là, la ville fait, c'est pas vrai, il m'a donné un terrain qui vaut cher, m'a essayé de t'en trouver un qui vaut pas cher. Puis là, on se retrouve avec ce qui est bien placé, ce qui est bon lieu, ce qui a été dans la planification de départ. Quand on part un quartier, là, si on pense pas à l'école, il y avait un élément important. C'est important parce qu'on parle justement de transport actif, puis il y a 1,6 km de élèves. Si la ville, vous avez le terrain le mieux placé, bien, tout le monde va pouvoir venir à pied. Ben oui. Est-ce que, par exemple, tu as vu des exemples, je sais que tu es allé en France dernièrement, puis j'étais à Paris, j'ai vu aussi l'idée d'incorporer, par exemple, des écoles dans des complexes d'habitation, de façon à réduire le coût du terrain, mais en plus de le bien positionner. J'étais à Clichy-Batignolles, dans un quartier où il y avait 5 écoles qui étaient intégrées là. Est-ce que c'est des éléments qui sont possibles que la ville souhaiterait? Alors, oui, c'est possible. On l'a pas fait parce qu'on travaillait beaucoup la question des mono-usages. L'école et école. Le logement et logement. Des fois, on y met du commercial. Mais la question des mono-usages, là, on l'a vu dans les parcs industriels. Je sors d'école, mais juste pour vous expliquer ça. On créait des parcs industriels. On avait un besoin industriel. On se disait, il y a un terrain vague. On prenait le terrain vague. On se demandait pas s'il était bien situé, si les gens pouvaient y venir y travailler, si c'était facile d'établir du transport collectif ou de la mobilité active. On créait un parc industriel. Là, on disait bonne chance. Peu importe où il était. Qu'est-ce que ça fait? Présentement, les gens des parcs industriels nous disent, mais notre monde ne veut pas venir parce qu'il n'y a pas de café, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de petite enfance. Aller chercher les enfants, les petits enfants, c'est compliqué, pas de piste cyclable. Et là, tu multiplies tes coûts parce que te rendre là, c'est peu. Alors, c'était comme ça. On avait du mono-usage. L'école et école. Le quartier est bâti de logements. Puis après ça, on essaie de concilier après coup, tout planifier les choses. Mais à Québec, as-tu changé quelque chose? Y a-t-il quelque chose qui, en ce moment, fait en sorte que dans le futur, ces erreurs-là à la Griffintown ne vont pas se reproduire? Ben, on travaille à se dire, entre autres, on a quelques quartiers où on part pas de tabula rasa, mais presque, où on doit réfléchir avec le ministère de l'Éducation où vont être situées les écoles. Ils sont-ils ouverts à ça? Ben, ils ont leur même défi que nous. On a des sillons tracés. Et là, ça nous suppose de dire, on arrête de prendre les sillons tracés, chacun de notre façon de faire, puis qu'on travaille différemment. C'est pas si simple. Donc l'innovation, tu la vois pas juste dans le bâti, hein, tu la vois dans tous les systèmes
qui devra coopérer dans le besoin du jeune. Puis, si on prend des villes modèles, là, Tu sais, c'est ce que tu dis, dans le besoin du jeune. Mhm. Pas dans mon besoin comme maire, pas dans mon besoin comme ministre de l'Éducation ou comme fonctionnaire ou comme ci ou comme ça. Dans le besoin du jeune, c'est ça qu'on a oublié. C'est facile de dire on met le jeune au centre. Mettre le jeune au centre, là, c'est tes foutus principes qui te permettent de dire j'ai fait mon travail. Ils sont pas assurés, ils sont pas de bons résultats tant que c'est pas le jeune qui a gagné, le jeune avec tout ce qui entoure le jeune. Pierre l'a constaté, Thibault, quand ils construisent une école, quand est-ce qu'ils consultent un jeune, un enfant qui va étudier là, ou son parent ou son professeur? À peu près jamais. Ben, c'est ce qu'on a constaté quand les premières écoles qu'on a visitées avec la sous-ministre avant de créer la Lab École. Donc, c'était des gens, le directeur du service matériel qui s'occupait de ça. Donc, la concertation, on l'a fait, nous, dans la Lab École. On a fait des assemblées de cuisine, on a rencontré les gens pour voir ce qu'ils voulaient. Puis, je trouve ça intéressant, quand tu parles de mono, c'est parce que l'école, c'est 180 jours par année. Il reste 180 jours où cette infrastructure-là n'est pas utilisée. Si l'école, par exemple, est intégrée à l'habitation, bien, la cour, elle sert à bien du monde. Donc, on a cette idée de multiplier l'impact de cette infrastructure communautaire. Donc, ça, je pense que c'est vraiment important. Puis, je sens votre ouverture. Donc, dans la planification de la ville, vous regardez différents types de scénarios, j'imagine, maintenant. Quand même le gymnase. Ouais. Pourquoi il n'y a pas plus de collaboration entre ville et école? Se dire on va s'en faire un gymnase, quitte à ce qu'il soit peut-être un peu plus grand, puis on va participer à des usages multiples, à des horaires variés. Oui. À Masquinongé, on avait fait comme Puis ça. on a La pensé, ville a mis 1 million pour qu'on puisse avoir, que les enfants et que la ville puisse avoir un gymnase adulte, de grandeur adulte, ce qui est logique. Donc, Québec, vous êtes rendu là à dire, nous, on aimerait ça participer pour que cette école-là ait un plus pour nous. Il y a un frein à ça, quel est? Oui, ben, le frein, c'est que tous les modèles de financement ne sont pas prévus comme ça. Les façons de travailler ne sont pas prévues comme ça. Les gens qui travaillent chacun de leur côté, donc ils ne sont pas habitués de travailler ensemble. Donc, si on ramènerait à la ville la responsabilité de l'école, sinon on réglerait bien les problèmes parce qu'on sait qu'il y a comme... Ben là, c'est obligé d'avoir une vision intégrée. Ouais, exact. Puis même dans une ville, on va parler pour nous, juste une ville en soi, c'est pas simple d'être intégré. Non. Parce que historiquement, le travail, je vous donne des exemples hors de l'école, mais pour moi, ça l'illustre. Quand on a fait la piste cyclable chemin Saint-Denis, on a enlevé une voie, les radios m'ont rentré dedans, c'était scandaleux. Puis là, finalement, on s'aperçoit que les données, finalement, il n'y a pas tant plus d'attente que ça pour les voitures. Il y a 41 plus de piétons. Là, on va parler du volet cyclable. Ouais. Pourquoi il y a plus de piétons? C'est parce que les piétons se sentent mieux protégés. L'hiver, les gens m'arrêtent de me dire on n'a plus de chance d'être éclaboussés par les voitures avec la slotch parce qu'il y a une piste cyclable maintenant qui est entre nous et le trottoir et la rue. Ouais. Mais quand on le fait, OK, on fait cette piste-là. On parle juste de la ville. Il y a 15 directions qui doivent travailler à l'élaboration de la piste. Juste dans notre ville. Puis là, je parle même pas du ministère de l'Éducation, du gouvernement du Québec, peu importe. Juste dans la ville. Ouais. Juste les faire travailler les 15 ensemble, c'était pas l'habitude. C'est un défi. C'est déjà innové. Ouais, ça. le déneigement ne participait pas à l'élaboration, à la construction de la piste cyclable. Les autres, on la faisait. Puis là, les gars arrivaient, gars et filles, ils disaient, ben là, notre garde, elle passe pas. C'est niaiseux, la grandeur de la grande. Ben oui, c'est logique, tu dis. Mais comme humain, là, il y a une théorie psychologique qui est en anglais, là, qui est les in et les out group. On aime beaucoup avoir notre in group. Puis on le voit même dans les entreprises. Tu as, par exemple, les vendeurs. Eux autres, les vendeurs sont solides. Les ingénieurs, c'est des cons. Les ingénieurs disent, nous autres, on est solides, mais les communications, le marketing, eux autres, c'est des cons. On aime ça, ce in-group, ça nous rassure, nous autres, là. Ouais. Nous autres, on est bons. Puis ça nous prend un out, un ennemi qui fait, hey, si on a un out, ensemble, on est solide. Mais ça n'a pas rapport, là. Il est temps qu'on décloisonne ça. Puis c'est ce qu'on a fait avec une piste cyclable, c'est banal. Le premier jour d'ouverture, on va revenir à l'école avec ça. Il y a un des employés de la ville qui prend une photo. Il y a un jeune qui s'en va. L'école n'est pas encore commencée parce qu'on l'a mis en service en nous. L'école n'était pas encore commencée. Peut-être 7-8 ans sur son vélo, tout seul, sur chemin Sainte-Foy à Québec, qui est un chemin passant, qui prend la piste cyclable, protégée, corridor dédié, qui s'en va au camp de jour. Pour moi, là, cette photo-là, ça me lève. Parce que ce jour-là, il y a un parent qui a dit, t'es capable, dans une distance, je ne sais pas laquelle, 800 mètres, 400 mètres, 1 kilomètre. T'es capable de y aller. Oui, parce que là, je me sens comme parent sécurisé, tu peux te rendre sans que je sois. Mais tu sais, tu as un bon point, là. Ça touche Pierre dans ses obsessions quotidiennes pour la sécurité des enfants. Quand on disait, les enfants sont pris en charge par l'autobus scolaire, dans l'autobus scolaire, puis rendus à l'école, mais entre la maison puis l'école, il n'y a personne à part le parent qui est responsable de cet enfant-là.
Si on veut qu'il marche, il faut le sécuriser. Ben, le défi, c'est la sécurité. Si on le voit, là, d'ailleurs, les pédiatres viennent toujours de sortir pour dire que laisser les enfants prendre des risques, même se casser un bras, c'est une bonne nouvelle parce qu'il a pris des risques. Il aura des habilités qui font en sorte que plus tard, il sera actif. Tandis que s'il ne prend pas de risques, il sera inhabile, il ne fera pas de sport, il aura des problèmes de santé, de maladies chroniques dans la quarantaine. Donc, on commence à voir que maintenant, le début d'une vie est très important. Et là, moi, le défi qu'on a vu avec le lab, que la ville et le centre des services scolaires, donc le gouvernement qui gère l'école, c'est très dur de créer une synergie entre les deux groupes. Pour ton départ, dans le lab école, c'était une condition première. Il fallait que la ville vienne s'impliquer dans les écoles qu'on allait concevoir parce qu'on allait faire des modèles pour les autres. Toi, comme maire, je sais que tes valeurs du transport actif sont sincères. Comment tu vois qu'on sera capable de relever ce défi-là? Parce que présentement, on a la majorité des parents qui, dans la distance de 1,6 km, accompagnent leurs enfants. Vous les déposez dans l'école, on sait que c'est non sécuritaire. Comment on est capable d'avoir un leadership fort qui va faire en sorte qu'on aura une ville qui va prendre le tour par les cornes, qui va dicter le modèle pour aider les autres par la suite? Je vais parler de moi. Parce que je pense, j'essaie, tu vois, puis l'histoire le dira, puis ça, c'est pas moi qui va le juger, mais j'essaie d'être courageux. J'essaie de penser pour 30 ans en avant, penser pour les jeunes, pas penser pour moi de ma direction. Je donne un exemple. On est en train, dans Saint-Jean-Baptiste, qui est un quartier à faible canopée, avec densité. Vous connaissez le quartier, là, un vieux quartier. On est en train de transformer des rues. À la demande de certains citoyens, on est en train de transformer une rue pour mettre de la canopée, mais aussi pour mettre de l'apaisement de circulation et du transport actif facilitant. Donc, tu peux te promener à pied sans avoir l'impression qu'il y a une voiture qui va toujours te frôler, encore plus si c'est ton enfant qui a 8 ans. Et là, il s'est levé un tollé de bouclier pour dire que c'était scandaleux parce qu'on enlevait 41 places de stationnement et tout ça. Je réponds à ta question de la façon suivante. Si vous trouvez que les gestes sont courageux, si vous êtes d'accord, parce que cette rue-là va permettre à des jeunes de partir de la maison pour s'en aller à l'école à pied, l'école qui n'est pas très loin, mais qui avant était dans un contexte différent pour se rendre, ça prend des forces vives qui se lèvent, qui disent oui, on veut ça. Présentement. Tu parles de la force citoyenne. Oui. Des groupes, des citoyens qui vont dire oui, on veut ça. Ce que Pierre, toi, tu fais quand tu vois des bonnes initiatives, tu as le courage d'y aller. Parce que présentement, c'est plus le contraire. On laisse gagner les forces d'inertie parce que ceux qui sont contre, qui sont les autres, ils gueulent, puis les pour, on les entend. C'est ça. Fait que là, tu entends les gens qui disent 41 stationnements, ça n'a pas d'allure. Le garagiste se dit ouais, mais moi, mes clients, je vais mettre les autoroues. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Puis ça ne veut pas dire que les préoccupations sont pas derrière. Mais ceux qu'on entend, c'est ceux qui sont là, qui viennent aux assemblées citoyennes parce qu'ils sont fâchés, déçus, frustrés, puis qui ne veulent pas le changement. Alors que les autres se disent ben moi, il est bon le changement, donc j'ai juste à attendre. Non. Les forces d'inertie font en sorte que ceux qui sont d'accord, ceux qui veulent ça, ceux qui croient à cette santé-là pour tous, pour nos enfants, à ce modèle-là, à une école intégrée, il faut qu'ils prennent, un mauvais mot, il faut qu'ils prennent le crachoir, il faut qu'ils prennent le micro, il faut qu'ils prennent la plume à leur force avec leur capacité pour dire je crois à ça, il faut ça. Et il faut même parfois, quand c'est pas les premiers à être des leaders pour aller défendre un projet, il faut qu'ils soient capables de défendre ceux qui y vont. Parce que ceux qui vont défendre sur les réseaux sociaux se font bâcher, se font écœurer, mais personne ne les défend. Fait qu'est-ce que ça fait? Les gens rentrent chez eux, ils se tapent, ils rentrent dans leur terroir, puis on laisse la parole aux forces qui ne veulent pas que ça bouge. Et si on veut pas que ça bouge, qu'est-ce qu'on fait? On enlève l'innovation, on fait juste répéter les sillons et malheureusement, dans certains cas, répéter les mauvaises habitudes qu'on a prises comme société, je pense. Ça fait penser à la cigarette à l'époque, qu'on a voulu les sortir des restaurants. Puis ils interdirent dans les entreprises. Les restaurateurs ont crié très fort. Là. Ils étaient contre. Ça, c'était en 2009. Et on avait 24 de fumeurs. Aujourd'hui, on vient de chuter à 13 Puis personne ne se plaint. Sur la piste lab, c'est ceux-là qu'on a entendu. Il n'y a pas tant de monde qui est sorti pour dire que c'est une bonne idée. Il y a eu 30 accidents en moyenne par année parce qu'on visait à enlever des zones accidentogènes. On l'a dit, pour qu'un jeune puisse se déplacer, il faut qu'il soit dans un contexte sécurisé. Jeune et moins jeune, mais on a des jeunes. Il n'y a personne qui est sorti ça. Tout le monde est sorti en disant c'était écœurant, les commerces vont fermer. Les commerces ne ferment pas parce que tu mets une piste cyclable. Les commerces ne ferment pas parce que tu apaises la circulation. Les commerces ne ferment pas parce que le monde marche. Puis on l'a mesuré financièrement. Mais ça prend du monde pour le dire. Ça prend du monde pour croire à ce lieu intégré où le jeune, et vous l'avez tout à fait bien dit, c'est ce que vous avez fait. Et je salue votre courage et votre audace dans tout ce que vous faites depuis le début de ce projet-là parce que dans vos carrières, vous n'étiez pas à faire ça. Mais Christy, vous amenez le Québec plus loin. On intègre quelque chose dans un milieu, c'est un milieu de vie qu'on crée et on donne des habitudes pour la vie dans un contexte éducatif, oui, mais qui dépasse largement le contexte d'apprendre des choses. Tu vis à quelque part, tu crées des relations, tu développes de la santé, tu développes une richesse extraordinaire. Parce que ça prend du courage, vraiment, effectivement.
Bruno, pour faire ça. Puis on salue ton courage de faire et cette piste cyclable-là et cette transformation-là, parce que je prends ton exemple des 41 places de stationnement. Si ça permet à 400 enfants d'aller à pied à l'école, je veux dire, De façon sécuritaire. ça va vraiment permettre aux gens qui stationnaient là d'être plus loin puis de marcher à pied. Je veux dire, il y a une espèce de cercle vertueux. Puis j'ai mon atelier dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, je suis en face de l'école. Donc, je comprends bien toute cette problématique-là, puis la canopée est importante. Mais c'est vrai que on a aussi des exemples. Je prends celle de Copenhague où ils ont fait la plus longue rue piétonne en Europe. Au départ, tout le monde chialait. Je veux dire, c'est donc, mais ça prend quelqu'un au début qui a le courage. L'exemple, je pense, de la piste cyclable sur chemin Sainte-Foy en témoigne. Donc, mais c'est cet arrimage-là qu'on souhaite. C'est sûr que si l'école est au diapason avec sa communauté, et on parle de transport actif, je pense, sécuritaire, il y aura pas beaucoup de monde qui devrait être contre ça, que si on le prend sur une échelle. Mais quand on commence à enlever des places, c'est là que il faut ramener d'avoir une vision qui est au-delà des 4 ans, de dire, on veut que les enfants de plus en plus marchent, parce que pour aller à l'école, c'est que ça commence là. Tu commences à marcher à 5 ans, 6 ans. Je marchais 7 km par jour. Ouais, moi, quand j'avais 6 ans, on continue à marcher. C'est-à-dire, si t'es assis. Alors donc, toutes ces initiatives-là sont importantes. À la ville, vous avez une équipe qui travaillait à rendre le déplacement sécuritaire? Oui, on a mis une priorité sur la mobilité active. Et c'est pas simple à faire comprendre aux jeunes, à travers tous les écueils, à quel point on gagne comme collectivité. À quel point les gens voient dans le sport encore trop le sport d'élite, puis le sport d'athlète, puis le sport que tu fais pour gagner un championnat. Puis Pierre t'en fait la promotion. C'est pas ça. Le sport, c'est marcher pour aller quelque part. Le sport, c'est prendre l'arrivée du vélo à Québec. C'est plus de 600 000 déplacements par un vélo électrique. C'est 600 000 déplacements. Évidemment, il y en a là-dedans qui avaient déjà le. Ouais. Il y en a là-dedans qui marchaient déjà. Mais quand même. Mais on calcule que c'est au moins 25 de changement de transfert modal de l'auto au vélo électrique pour 25 de ces 600 000-là. 150 000 déplacements et plus de gens qui ont pris un vélo électrique puis se sont mis en mouvement. Quand tu prends un vélo électrique, exactement ce que tu disais, mais tu marches un peu pour te rendre à la station, tu marches un peu parce que la station n'est pas toujours à côté à ton bureau de travail ou à l'école. Induire le changement, là, c'est de mettre les conditions, c'est de le faire. Mais c'est pas facile. Ah non. Mais je retiens mobilisation citoyenne. Donc, ça, c'est un message. Il faut se mobiliser, il faut le dire haut et fort, parce qu'en mettant de la pression sur des politiciens, que ce soit municipaux ou provinciaux, ben, on peut faire changer les choses. L'autre affaire, c'est le déplacement. Hyper important. On veut que nos enfants se déplacent de façon sécuritaire. Les villes ont un rôle à jouer là-dedans. Énorme. T'es maintenant père de famille, ben c'est un temps, mais t'es père de famille. Entre le moment. Pas récemment, en tout cas, ça m'a pas été annoncé. Quel âge? Ils sont rendus à quel âge? 22 ans, mon gars, il dit. Oh my God, OK, il marche de façon sécuritaire. Il marche un peu. Mais as-tu une différence entre le moment où toi, tu étais étudiant et aujourd'hui, quand toi, tu as élevé tes enfants par rapport au filet social? L'école, c'était une place où tu allais juste apprendre. Ouais. L'école, c'est beaucoup plus que ça maintenant. L'école, c'est un lieu où justement, on peut peut-être faire plus pour ceux qui en ont besoin. Ouais. L'école, c'est un lieu, on dit c'est un lieu de socialisation, mais on sous-estime à quel point l'impact de la socialisation, comme l'impact de la vie active, se répercute après des années. Moi, mes enfants, puis ça, c'est prouvé dans la science, ils étaient à l'école. Quand mon gars rentrait à cette école-là, cette école publique Notre-Dame-de-Foy, une des écoles les plus multiethniques de Québec, sur à peu près, il y avait le tiers des jeunes qui étaient là, qui étaient nés dans un autre pays. Quand ma fille est sortie de l'hôpital, c'était plus que le 2 tiers. Mais le contact, la richesse avec les liens qu'ils ont créés là, avec d'autres cultures, avec la différence, ça les transforme pour la vie. La socialisation, c'est aussi ça. Ouais. C'est la capacité d'interagir, mais d'interagir avec quelqu'un, mais d'interagir aussi avec quelqu'un de différent, qui n'est pas différent finalement. Parce socialisation, intégration. Oui. Alors l'école a permis ça. Mais il y avait tu ne peux pas, comme parent, penser que c'est pas une communauté qui élève ton enfant. Dans la communauté, il y a des enseignants, il y a des éducateurs, il y a des adultes significatifs. C'est impossible d'amener un enfant à l'âge adulte sans qu'il y ait une communauté qui ait un temps soit peu moulé
ce qu'il va pouvoir devenir, qui a donné des opportunités, qui a donné confiance en lui. Moi, l'école primaire a été dans l'éducation, dans la vie, dans la transformation des enfants, un lieu d'une signification énorme. On était 2 parents qui étaient là, on était présents, on n'était pas des mauvais parents, mais sans l'école, on n'aurait pas pu faire. Ils l'ont acquis et tout. On l'a vu dans notre école à Limoilou, il y a une très forte proportion d'immigration francophone Oui, c'est vrai. africaine qui est magnifique, hein, dans des lieux que l'équipe du Lab a décidé et dessiné, où ils mangent ensemble. Tu sais, je veux dire, tu l'avais vécu, ça. Tu t'as réfléchi avec ces gens-là pour changer la façon dont les bibliothèques, les lieux où on mange sont faits. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. On a transformé l'espace de la cour, l'espace intérieur pour faciliter cette... Avant, chacun était sur son petit pupitre, pas le droit de parler, pas le droit de bouger. Je veux dire, c'est contre-intuitif. c'est complètement contre-intuitif. Donc, alors là, c'est ce qu'on disait avec une pédagogie vraiment des classes flexibles, une pédagogie différenciée. Bien là, on voit la possibilité d'interaction entre les enfants. Donc, moi, je ne pas juste dans le cours de récréation, il est avec quand tu manges, dans le grand espace, quand tu as un lit. Donc, cette richesse de contact est démultipliée. C'est là où on dit l'espace est un bonificateur pour la pédagogie et aussi pour le développement de plein d'habiletés, de compétences qu'on ne faisait pas avant. Avant, on prenait plus l'enfant, je pense, pour une éponge, puis il devait restituer, tandis qu'on dit là, c'est un lieu pour... Tu sais, je vous pose une question à vous trois. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que ces salles à manger, là, ces gymnases, ces façons d'avoir repensé l'école, on n'en a pas les moyens, que ça coûte trop cher? On a-t-il moyen de perdre une génération? On a-t-il moyen d'être juste Ben oui. moyen? C'est ça. Quand tu rentres au Lab École, celui dont vous parlez, dans un quartier de Québec, qui était, c'est pas le quartier le plus favorisé, on va dire ça comme ça. On voulait favoriser, justement. Tu rentres là, puis vous avez travaillé beaucoup la lumière. On m'en avait parlé quand on l'a visité. Tu rentres là, puis c'est beau. Puis parce que c'est beau, tu as le goût d'être là. T'es bien. Tu vas apprendre. Ouais. Puis mettons en contraste, les hôpitaux dans lesquels on rentre parfois. Puis certains sont vétustes, ils ont été construits à notre époque, là. Mais je suis sûr que vous vous sentez comme moi dans un corridor vert pâle, gris, vous avez juste envie de sortir. Je comprends, non, personne ne va aller à l'hôpital. Est-ce que ça fait une différence sur la santé d'avoir des beaux hôpitaux? Moi, je suis sûr que oui. Mais maintenant, revenons à l'école, où on est encore plus souvent à l'école qu'on est à l'hôpital. Oui. Presque 3 fois par jour. Ben, l'importance du beau, là, l'importance pour la suite, l'importance pour la confiance, l'importance pour ces liens-là, l'importance pour ta réussite éducative. Parce que c'est ça aussi. Moi, je suis convaincu que ça a un lien avec la réussite scolaire, là, les notes. Là. On a-tu le moyen, comme Québec, de se dire, hey, soyons juste moyens avec nos gens? Ouais, moi, je revenais au leadership, parce que le défi que tu as, il est titanesque, l'autre. Comment on est capable de changer la mentalité d'une population pour l'amener vers quelque chose de durable, la santé durable. D'abord, les gens ne comprennent pas ce terme-là, qu'est-ce que ça veut dire. Et on va reprogrammer un peu la société. Toi, tu me disais, ça prend du courage. Après ça, des gens qui viennent supporter le courageux, parce qu'il se fait tirer dessus au départ. Mais sinon, le courageux, c'est un fou. Hein? Oui, je sais, il passe pour quelqu'un de Le leadership, quand t'es tout seul, c'est un fou. Parce que moi, j'ai toujours appris que, Bruno, c'est un peu comme ça, les politiciens fonctionnent. Ils attendent d'avoir la majorité, après ça, ils posent le geste. Parce qu'ils veulent pas faire de gestes impopulaires. Et oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on n'avance pas. On rentre toujours dans les mêmes sillons. Toi, tu sens avoir cette vision, comme la mienne, du transport actif, du déplacement, de la santé durable. Ça part de l'école. Et tu vas en faire un. Est-ce que tu veux faire de Québec un exemple? Quel genre de leadership que tu vas avoir besoin pour finalement devenir peut-être l'une des premières villes où on pensait que c'était impossible, parce que moi, je viens du Saguenay, là. Puis Québec, je me disais, Québec, ils réussiront jamais. Les gens, là-bas, c'est l'automobile. Ils sont réfractaires à tout changement. Et là, tu sembles avoir réussi à créer un momentum. Et est-ce que dans ta vision, dans tes ambitions, surtout à quel genre de leadership que tu dois adopter pour être en mesure de finir le travail, que tu deviennes une ville modèle? C'est intéressant. Yann Guel, que tu connais, que j'ai eu la chance de rencontrer, célèbre. Je ne sais pas s'il est urbaniste, là. Il est quoi, il est architecte? En fait, il est urbaniste. Là, urbaniste. Il y a une formation aussi en architecture. Donc, il a transformé 300 villes. 300? Ouais. Avec son équipe. Là. J'ai été dans ses bureaux, je suis allé aussi. Là, c'est formidable. Hein? C'est phénoménal. Non, dont à New York. Times Square? Oui, Times Square.
Ah, c'est eux autres qui sont derrière cette transformation-là, Ouais. piétonnisée. Et il nous a dit, parce qu'on lui a dit, nous autres, vous savez exactement ce que tu dis, Pierre, on est une ville de voitures. Il nous a dit, j'arrête tout ça. Il dit, savez-vous quoi, ça fait 300 villes dans le monde avec lesquelles je travaille. Ils m'ont tout dit. Ah oui. On a toujours l'impression que nos forces d'inertie, Oui. on est les seuls on est les seuls à. Mais non, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ce que tu leur offres. Puis si tu as l'occasion de leur montrer d'autres choses, de voir une belle école, de voir une façon de voir une ville différemment, tout d'un coup, ils s'aperçoivent que ça a des gains, que c'est intéressant. Ouais. Alors oui, on va travailler à devenir cette ville idéale-là. Qu'est-ce qu'il vous a dit? On va procéder comment pour arriver Ah à ben faire lui, ça? la première étape dans son plan, c'est toujours d'arriver avec des statistiques. Ce qu'ils ont fait à New York, c'est qu'ils ont dit, on va mesurer l'espace accordé en fonction du nombre d'individus qui est dans l'espace dont on parle. Oui. Donc, je le rends grossier, ils se sont aperçus que les voitures, avant qu'ils fassent des places publiques, occupaient 80% de l'espace, de tout cet espace-là central à New York, mais pour 20% des gens. Et que 80% des gens s'avançaient sur des petits trottoirs avec peu d'espace. Alors, il a dit aux gens de New York, regardez, c'est ça votre constat. Vous prenez 80% de votre espace pour 20% du monde. Voulez-vous continuer ça? Ils ont fait, ben non, ça n'a pas d'allure. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, redonnons la place aux gens. Redonnons la place à ce que les gens se voient, se rencontrent, se parlent, se touchent et rêvent ensemble. Et en fait, c'est toujours ça. C'est un énorme succès, finalement, quand tu as Stand Square aujourd'hui. Puis, à chaque fois que tu fais ça, les gens ne viendraient pas en arrière. Mm. Quand on a fait, il y a eu une rue partagée que vous connaissez par Marquette. Quand les gens ont mis en place cette rue-là, qui était bien avant que moi j'arrive, levé de bouclier, les gens capotaient parce qu'il y avait des sens uniques, pour faire ta rue partagée ou quelque chose de sécuritaire. Quand on a fait de la piste cyclable cette fois, je me suis dit, j'ai envie de leur faire le coup, de leur dire, on va enlever la rue partagée. Et là, je suis sûr que ça aurait été la levée de bouclier. On n'enlève pas, touchez pas notre rue partagée, ça va bien, les quartiers sont apaisés. Au départ, on a peur. Au départ, on doute. Au départ, on regarde ce qu'on perd. Ce qu'on perd, ben, c'est une place de stationnement. C'est mon espace. Je vais-tu pouvoir être fluide? Je vais-tu pouvoir, je marche, puis je t'inquiète, je suis pas sûr. Puis on s'aperçoit, puis ça, moi, dans la méthode, je veux pas le faire, puis c'est pas une critique que je vais faire, je veux pas le faire comme certains maires et mairesses, puis je pense à Paris, entre autres. Je veux pas arriver et me dire, c'est comme ça, puis vous allez devoir l'assumer, puis un point, c'est tout. Parce que la mairesse de Paris a fait des changements extraordinaires. Mais elle y va, elle, à fond de plein. Moi, je suis plus dans une approche, on va prendre le temps de nous écouter, on va prendre le temps d'en discuter dans la nuance, mais ce ne sera pas l'inertie qui va gagner. Fait que oui, vos considérations sont importantes. Oui, on va mettre en place vos idées, mais ça ne peut pas être des idées pour faire en sorte qu'il n'y a rien qui bouge. Fait que j'essaie de trouver cet équilibre où les résultats sont importants, mais les gens aussi. Cette concertation-là, elle est faite dans les conseils de quartier. Comment? Ouais. C'est beaucoup. On n'a jamais consulté. La ville, historiquement, n'a jamais consulté comme elle a consulté dans la dernière année. Puis ça donne-tu quelque chose ou c'est bien du parlage? Alors, ça donne de quoi? Ça donne de quoi, mais à un moment donné, il faut aussi que tu sois capable de faire, une fois que tu as écouté, une fois que tu as entendu, il faut que tu sois capable de faire taire. Parce que sinon, une ville, et c'est ça, une ville, c'est un arbitrage de différents enjeux qui ne s'arbitrent pas dans un consensus, dans l'unanimité. C'est impossible. 550 000 personnes à Québec, c'est impossible que tout le monde ait la même vision. Donc, les gens élisent des gens, il faut que tu aies le courage de dire, OK, on a écouté, vous avez participé, il y a des choses intéressantes, on regarde ça, ça et ça, on transforme ça, puis si on allait là-bas, puis on évoque de la même façon, on va y aller, parce que les bonnes raisons sont là, mais on a adapté et on fonce. Et on fait taire et on avance, parce que sinon, tu pourrais consulter indéfiniment. Mais on a consulté, nous, par exemple, les enfants pour la cour. Ouais. Puis, donc, ce qu'on a vu, ce qu'ils souhaitaient le plus, c'était des arbres. Ouais. Ce qu'il y a le moins dans les cours d'école là, au Québec, c'est des arbres. Tu sais, donc, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été consultés. Là. Moi, je connais quelqu'un qui se bat dans une cour d'école en Haute-Ville pour mettre des arbres, et c'est le parcours du combattant. Une cour d'école déjà construite, là, le parcours du combattant. Ça devrait être si simple de et même avec le personnel de l'école. Ah. Même avec le personnel de l'école. Pourquoi ça salit? Les feuilles vont tomber. Et, tu sais, si tu plantes des arbres fruitiers, ben là, les enfants vont se tirer des fruits mûrs qui sont tombés par toutes les raisons. Plein de raisons. Mais les arbres peuvent être, d'abord, ils réduisent l'îlot de chaleur. On le sait. En plus, ça peut mettre de l'ombre dans les classes. C'est bien orienté. Donc, la présence, mais c'est ce que les enfants veulent. Tu peux nourrir. Ça revient à ce que tu disais au départ, dans ton cégep. S'il n'y avait pas d'étudiants, ça serait plus facile. Ça irait bien mieux. Donc, là. On parle des arbres, l'agriculture urbaine là-dedans, là. Toi, tu la vois comment? Il faut qu'elle ait une place. Je pense que les gens, les enfants doivent avoir accès à la capacité de cultiver, à la capacité de voir pousser, à la capacité d'être fiers d'un résultat sur lequel ils sont même capables de se nourrir, de cuisiner. Le débat sur les arbres fruitiers à Québec, c'était surréel. On a planté des arbres fruitiers dans Saint-Roch, puis les gens se sont mis à se plaindre parce que là, les petites pommettes tombaient, puis là, ça salissait les trottoirs, puis ça tombait sur les autos, puis là, à un moment donné, gang,
On va se nourrir comment? On va juste importer des kiwis de Nouvelle-Zélande? Moi, j'ai vu des boulevards à Seattle. On est allé voir ça. Des boulevards genre René Lévesque là, ou Sherbrooke, ou des gros boulevards. Et il y avait planté des rangées d'arbres fruitiers. Puis au moment de la récolte, il y avait effectivement, pendant une journée, 2 voies de fermées chaque côté. Oui. Il y avait des récoltes collectives. Les fruits étaient retournés à des organismes et aux écoles. Puis c'est devenu quelque chose qui maintenant est amusant parce que c'est la journée des récoltes, mais tu es au centre-ville d'une ville, là, de la grosseur de Québec ou d'une autre. Là. Et c'est beau ce que tu viens de dire aux enfants quand tu as fait ça. Ben oui, le partage de récolte. Est-ce que, bon, à Québec, comme partout, les jardins communautaires sont de plus en plus populaires. Ouais. Il en manque Ouais. souvent. Est-ce que ce serait une possibilité de s'entendre avec les centres de services scolaires pour dire, et si certains potagers étaient partagés avec l'école? Il y a des écoles qui ont du terrain, qui a de l'espace. C'est pas tout comme à Limoilou où nos jardins sont sur le toit. Ça se peut, ça? Ça serait réaliste? Il n'y a rien qui est impossible. Ben, toi, tu dis ça, mais pour toi, il n'y a rien d'impossible. Mais quand vient le temps de dire, faut se mettre ensemble, là, entre le ministère, entre la ville, entre le centre de services sociaux, y a-t-il une façon que tu as vu, toi, qui était une approche qui était constructive, qui fait qu'on avance? Ben, au final, c'est toujours un corps de l'attente. Pour résoudre là, ces enjeux-là, Fait que ça prend un cadre du premier ministre qui dit, on le fait. Du sous-ministre, dépendamment de Oui. dans quel enjeu on est, du directeur du centre de services scolaires, du directeur de l'école, mais ça revient toujours à une volonté d'humain, Mhm. dépendamment d'où ils sont placés, parfois politique, de dire on y va. Moi, des fois, Sens-tu que ça se peut? oui, ça se peut. Y a-tu de l'écoute en ce moment un peu plus que ce qu'il y avait il y a 20 ans? Ça dépend. Ça sera toujours géré par des humains. Fait que t'as des humains qui, il y a 5 ans, avaient plus de coûts que certains maintenant, et à l'inverse, il y en a qui ont plus de coûts. Ça prend du monde qui ont la foi pour dire ce sillon non tracé, voici pourquoi la science, voici pourquoi les faits nous amènent à dire c'est par là maintenant qu'il faut passer. Et oui, au départ, ça va être un peu chaotique. On accepte. C'est ça aussi, hein. Ça, je reviens toujours là-dessus, mais il faut accepter, il faut préférer l'imperfection, mais quand on crée un lab école, ça se peut aussi qu'on se trompe. Mais présentement, quand on crée une école conventionnelle comme le modèle qu'on a construit depuis 40 ans, on se trompe déjà. Parce qu'il y a des choses qu'on a appris qu'on n'a plus en place. Parce qu'on s'est dit, non, nous, c'est notre façon de faire. Puis les constructeurs, c'est comme ça qu'ils font ça. Il ne faudrait pas déranger leurs habitudes, puis X, Y, puis Z, puis le personnel, puis la ville, puis tout le monde. On ne part pas d'une situation parfaite. Alors, c'est correct aussi d'accepter l'imperfection, de se dire que d'un lab école à l'autre, il va être encore meilleur le prochain. Et ça, on se prive d'innovation quand on veut être parfait du premier coup. On se prive d'innovation quand on a peur de l'échec. Mais c'est pour ça qu'on a souhaité de créer un laboratoire. Ben oui. Donc, un laboratoire, on a dit, effectivement, on va essayer différentes solutions, puis on espère que de sont étudiés présentement. Donc, ça, au Québec, oui, qui sont étudiés, mais c'est parce que ce qu'on se rend compte, souvent, une grande organisation est habituée de faire du même. Comme tu dis, réunir 15 directions à la ville, c'est pas nécessairement évident. Comme cet élément-là, une grande organisation a tendance à vouloir répéter le même modèle. Puis les politiciens sont peureux. Ça aide pas. Moi, je l'ai senti de mes équipes, c'est qu'à un moment donné, tu regardes, tu vas-tu aller au bat pour nous? Parce que si à la premier échec, tu sors d'un média pour dire, mais ma gang, c'est une gang de pas bons, ben là, toute l'innovation, tout le monde se braque, tout le monde se part du leadership, tout le monde attend. Moi, je leur ai dit, on y va. Si on se trompe, on va vous défendre, ça ne sera jamais de votre faute. Faites le mieux, apprenez. Tu es conscient qu'au Québec, présentement, on est en train de rebâtir des écoles signatures, non? Il y a 2300 écoles primaires, la moitié vont être reconstruites et rebâties. Il y a 650 écoles secondaires. Et on n'a pas fait des réflexions autour des écoles secondaires. On les a fait beaucoup trop grosses. Et ça coûte $1 milliard par année en transport scolaire. Comment une ville comme Québec est capable d'influencer un gouvernement qui, après le lab, on fait essai-erreur, on fait des publications, faites ci, faites pas ça, ça a donné des résultats. Donc, on commence à donner du data à des gens qui vont rebâtir ce qui a fait la force du Québec à partir de 1960, la Révolution tranquille, l'éducation. Ouais. Moi, j'ai une préoccupation. Quand j'entends un maire qui me dit, OK, Pierre, c'est pas facile. C'est jamais facile. Ça dépend de l'humain qui change ou la directrice d'école qui a changé, là, c'est plus facile. Ça m'inquiète parce que je me dis, on sera peut-être probablement pas capable, vu qu'on va faire ça en accéléré, on va faire pendant, ça va durer une dizaine d'années, là, ils vont mettre 29 milliards à refaire le parc immobilier scolaire. Et moi, j'ai comme un empressement de changer un peu, d'amener de l'innovation dans les processus. Oui, dans les bâtis, mais dans les processus.
parce que je t'entends, tu as un leadership rassembleur, tu es intelligent, tu as une ville qui semble vouloir embarquer dans tes idées courageuses. Moi, ça me donne de l'espoir dans mon coin. Mais ça m'inquiète. Est-ce que tu penses que maintenant, la prochaine bataille devrait être livrée dans les processus pour être capable de changer les machines pour que ce soit beaucoup plus fluide? Oui. Oui. Mais les processus, le danger avec les processus, c'est cette phrase en changement organisationnel qui est vraie, c'est que culture eats strategy for lunch. Fait que t'as beau avoir la meilleure stratégie, si ta culture refuse de changer, elle va juste revenir dans le même sillon. C'est là où des individus sont capables de mettre en place des processus pour les mettre dans l'ADN et que ce ne soit pas juste dépendant d'individus, parce que tu comprends ta crainte, puis elle est réelle, mais il en demeure pas moins que t'as beau mettre le meilleur processus, si tes individus ne le comprennent pas, s'ils ne voient pas le bénéfice, si le changement ne s'opère pas, et de là l'importance des quick wins. De là l'importance d'avoir bâti des labs écoles et pas d'avoir attendu qu'on soit capable de le faire 200 fois avant d'en commencer un. L'innovation, c'est aussi de se mettre en mouvement. Puis de se remettre en cause aussi. Tu sais, nous autres, il y a 5 universités qui étudient ce que les laboratoires font pour savoir où est-ce que c'est le plus payant pour que nos enfants soient plus heureux, décrochent moins la santé mentale de tout le monde, de tout le personnel qui est dans l'école, de repenser au centre de jour. Je veux dire, il y a une multitude de choses à étudier pour savoir où mettre notre argent, que ça rapporte à la fin. Pierre a visité, je sais pas combien de dizaines, centaines d'écoles à travers le monde. C'est pas parce que c'est une bonne idée que c'est la meilleure pour les enfants. Non. Il y a quelque chose là-dedans. Se remettre en question, ça fait partie de l'innovation. Accepter que c'est pas un échec personnel, que c'est... On prend beaucoup les choses personnelles. Et ça aussi, ça tue l'innovation, parce qu'on a peur que notre carrière se joue à tout instant. Quand je dis les politiciens ont peur, ils ont peur que... Parce que c'est ça le travail des oppositions, c'est qu'on te remette toujours sur le nez tes échecs. Ils ne sont pas nécessairement peureux de nature. C'est un système qui crée quelque chose qui ne bouge pas trop, une soupe dont on se dit dérange-la pas trop, d'un coup on ferait une erreur, on en répandrait. Si au Québec, on veut redevenir un peuple de bâtisseurs, femmes et hommes, jeunes et moins jeunes, il faut réaccepter le goût du risque. Il faut réaccepter cette idée de mettre à l'essai, d'accepter de se tromper, d'avoir confiance en soi, de se remettre en question à travers le travail de la science, de dire on apprend. C'est pas des échecs d'apprendre. Mais de se lancer pour corriger un bout de route. Que ce soit pas la perfection. Moi, je suis un citoyen de Québec depuis longtemps, puis je me dis, je pense à Québec dans 30 ans. Est-ce que la ville peut déjà être planifiée quand on pense là puis faire rêver ses citoyens? Je pense que quand on dit les écoles vont être où, les écoles secondaires, comment on va se rendre dans les écoles, les potagers, tu sais, d'imaginer que il y a presque plus de transport scolaire. Est-ce que est-ce que ça prend une équipe? Est-ce que vous auriez besoin pour avoir une équipe à la ville qui se projette dans le... On a déjà ça. Vous avez déjà ça? On travaille assez avec le milieu scolaire, la réponse est non. C'est ce qu'on est dit au départ. Indépendamment, il faut voir loin. C'est ça. Il faut voir loin. Puis voir loin, c'est pas pelleter des nuages. De toute façon, moi, en philosophie, moi, je suis d'accord avec ça. Pelleter des nuages, j'en prends, sinon tu vois jamais le soleil. Revenons à cette idée d'être ambitieux de viser la Lune. Puis moi, le sport m'apprend beaucoup là-dessus. Tu peux, puis Pierre Lavoie est un exemple, tu peux te fixer n'importe quel objectif dans ta vie. Ce qui est important, même comme homme d'affaires, fixe-toi des grands objectifs. Après ça, une fois que tu as ton grand objectif, perds jamais le cap. Maintenant, aujourd'hui, tu commences par quoi? Fait que si tu as besoin de bouger, tu ne bouges pas dans ta vie. Va juste prendre une marche à 5 minutes. Commence par 5 minutes aujourd'hui. Ça va être excellent. Puis d'être patient. Ouais, tu as un grand objectif d'affaires. Mettons, fais quelque chose aujourd'hui. Une chose. En quoi cette chose-là t'amène un peu plus loin? Et ça, pour moi, c'est la clé. Donc, dans ce changement qu'on souhaite, moi, j'insiste beaucoup, et je pousse beaucoup les équipes à accélérer les choses. La ville, on avait l'habitude de préparer des choses, des grands plans. Tant qu'on n'a pas le grand plan, on n'avance pas. Puis ça, je leur dis, on est en train de travailler un plan sur la mobilité dans le Couronne-Nord. Puis là, ils m'amènent des choses, puis ils travaillent, puis ils sont bons, ils voient loin, puis ils voient plusieurs années, puis c'est ça que je veux. Mais je les ramène aussi à dire, OK, mais c'est quoi à court terme qui va montrer qu'on avance? C'est quoi aujourd'hui qu'on fait qui fait une différence? Oui, mais on a un plan, attendons, on veut consulter, je suis d'accord avec vous. Mettez quand même des choses en marche pour que pendant qu'on réfléchit, on avance. On est capable de faire des tests. Oui. Testons les choses.
C'est important ouvert à ce qu'on fasse un test, par exemple, de mobilité puis de sécurité. Oui. On en parle des fois. Parce que c'est beau de faire une belle école, mais on veut la mettre en lien avec la population du quartier. Puis pour la mettre en lien, ben sans la ville, c'est bien compliqué, tu sais, parce que c'est eux autres qui sont les maîtres d'œuvre du terrain à l'extérieur de l'école. Fait qu'il faut le faire. On souhaite que le laboratoire aussi quitte l'école, en fait, s'élargisse pour prendre le quartier pour, si on peut donner des exemples avec l'école, mais tout le déplacement autour de Vous avez 100% en ouverture. Avant qu'on écoute, se quitte, peux-tu te demander ton avis sur un programme alimentaire scolaire universel? Est-ce que, tu sais, je sais que tu as été beaucoup impliqué, toi, dans le social. C'est-tu quelque chose qui, pour toi, ferait un plus dans notre société puis pour nos jeunes? Oui. Ouais. Oui, parce que c'était ça le principe des berlingots. Oui, À l'école, oui, là, ça fait longtemps, ça, oui. On avait les berlingots, là. Oui. Quand tu avais la responsabilité d'aller les chercher, puis de monter en grade. Avec le petit Oui. brick en plastique, là. Dans le bon départ qu'on peut offrir à nos enfants, dans la question de ne pas stigmatiser ceux qui en ont moins, qui ont moins de chance, cette idée d'alimentation universelle, pour moi, fait du sens. Cette idée même d'y contribuer par des potagers, par la culture, par la cuisine. La ville pourrait faire une partie du chemin là-dessus. Ce qu'on peut faire, on va essayer de le faire. Et après, à partir de là, si ça peut être implanté au Québec, ça va être évidemment une question de responsabilité du gouvernement du Québec. Puis de l'ensemble, c'est ça, c'est un projet de société. Oui, c'est un projet de société. C'est un projet de société. Mais apprendre à cultiver et à cuisiner, c'est apprendre la vie, c'est apprendre à socialiser, c'est apprendre à... Puis bouger avec ça. Moi, Bruno, là, j'ai une bonne question à te poser. Hein, on sait, les études viennent de sortir. On sait que 80% de la littératie physique globale d'un jeune se développe avant 6 ans. Ça, c'est les grands mouvements, lancer, botter, grimper, culbuter. Et par la suite, de 6 à 13 ans, le jeune doit mettre dans son bagage de compétences, je dirais, actives, différents mouvements pour s'assurer qu'il soit actif pour la vie. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, la spécialisation, c'est les décrocheurs sportifs à 80%. Donc, les parents qui amènent leur enfant dans un sport-études, 80% de ces jeunes décrochent du sport après secondaire 5. On sait que nos modèles ne fonctionnent pas. Comment une ville peut s'assurer qu'en ayant des milieux favorisés, défavorisés, de jouer ce rôle de vecteur, s'assurer qu'un jeune, avant son entrée, je dirais, c'est avant 14 ans que ça se passe, là, ait assez de compétences dans son bagage, parce qu'on sait qu'il y a 4 sphères de compétences, sport de glisse, terrestre, aérien et de glisse. Et on sait que quand il y a 3 compétences sur 4, il est actif pour la vie, 2 compétences sur 4, moyennement actifs moyen sûr qu'ils soient actifs pour la vie, et 1 compétence sur 4, presque assuré qu'ils soient inactifs pour la vie. Quand on voit aujourd'hui le modèle scolaire, le modèle municipal, ici à Québec, c'est le Rouge et Or est très fort, l'Université Laval, la performance est là, est présente, tu fais la compétition aussi. Moi, j'ai une grande préoccupation parce que je me dis, comment on est capable d'avoir un rôle à jouer pour s'assurer qu'une population, dès le départ, cette jeunesse, puisse avoir accès à un maximum de sports, sachant qu'il y a des sports d'exclusion et il y a des sports d'inclusion qui sont souvent sous-financés parce qu'ils n'ont pas de médailles aux Jeux, parce que le système sportif est autour des médailles aux Jeux olympiques, système de financement sportif canadien. Donc, quand on comprend l'ensemble au complet, tu es un sportif, tu sais comment le sport peut apporter dans ta vie, il va t'apporter énergie, audace, créativité, santé mentale. Comment, quand on se tourne vers les écoles, on sait que c'est là que ça se passe. On voit les écoles qui à Québec enlèvent les boules de neige parce qu'ils trouvent ça dangereux. On voit que des centres qui sont fermés, des piscines qui sont fermées durant le temps des fêtes où les parents sont en congé, ils pourraient y aller. Moi, j'ai une préoccupation, je me dis, la ville, est-ce que là, c'est tentacule pour dire, OK, moi, je suis branché sur cette jeunesse, puis j'ai compris les principes, qu'avant 13 ans, il y a un effort collectif, parents, ville et scolaire à faire pour s'assurer que le jeune a le maximum de bagages dans son coffre. On a compris tous les principes, non? La question des 4 champs de compétences, est-ce qu'on l'applique comme ça? La réponse est non. Par contre, est-ce qu'on peut faire mieux? Oui. Est-ce que ça sur quoi on travaille, c'est l'accès, la proximité. Alors moi, je demande aux équipes qu'on a développé pour les 2 prochaines années de grands projets. On en a un là, qui est le centre de curling, parce qu'on a 2 centres de curling Vitus, puis ça entraînait un, et qu'on développe les investissements dans des infrastructures de proximité.
Je pense que la ville, elle doit offrir à proximité, donc distance de marche, des murs d'escalade, des terrains de basket, une multiplicité d'infrastructures qui te permettent de développer ce dont tu parles. Elle doit en faire le plus possible de la gratuité. Nous, on mise beaucoup. Donc, les bases de plein air sont gratuites. Beaucoup de nos services, l'accès aux piscines, etc. Tu peux aller, par exemple, au Centre Intact Assurance si tu veux courir à l'intérieur pour courir gratuitement. Ouais, tu réserves, tu y vas. L'accès, la facilité, mais aussi le coût, c'est important. Et après ça, je pense que la ville doit favoriser la mise en pratique. Donc, pour moi, le pentathlon des neiges, c'est ça. C'est pas de la personne. Il y a des gens qui vont le faire performer. Mais c'est, prends-toi une équipe, mets-toi 5 personnes, divisez le sport. Et avec les jeunes aussi, amusez-vous, découvrez un nouveau sport. Il y a quoi de plus beau l'hiver que d'embrasser l'hiver en faisant un sport, peu importe lequel. La ville doit mettre, par le soutien financier qu'elle accorde à des événements, la possibilité aux gens de s'inscrire, d'avoir à travers cette inscription-là ce mouvement vers quelque chose où tu essaies. Les Jeux du Canada, pour moi, c'était ça. Quand on a récupéré les Jeux du Canada, c'était un prétexte, pas juste pour dire, hey, on va avoir des athlètes ici, oui. Ouais. Mais, puis on n'est pas encore où je veux qu'on soit rendu. C'est un prétexte pour dire, hey, les gens, hein, essaye le patin de vitesse, essaye le ski, essaye l'escrime, parce qu'aux Jeux du Canada, en hiver, il y a quand même des sports d'été. Essaye quelque chose. Puis ça durera une session, puis tu arrêteras, tu n'aimes pas ça, tu en feras un autre. Tu développeras des compétences. C'était ça pour moi. C'était un prétexte. Puis je pense que je n'ai pas encore bien expliqué assez. Dire, les Jeux du Canada, c'est un prétexte pour mettre le monde en monde. C'est pas un prétexte pour avoir les Jeux du Canada. C'est un prétexte pour dire à des jeunes, hey, il y a quelque chose qui s'en vient, ça te tente dessus. On a encore du chemin. Puis en 2024, je terminais en te disant, pour le milieu de l'éducation, ce serait quoi ton rêve, ton projet, quelque chose qu'on peut dire, on se reverra l'année prochaine, puis ça a avancé. Ouais. Ça a avancé au moins. Tu sais, des fois, c'est pas, le rêve, il n'est pas accompli dans une année, mais c'est le déplacement, c'est moi, ça serait le déplacement. Dans le sécurisé. Ouais, dans le pouvoir qui m'est dévolu, là, c'est l'endroit où on peut faire les gains plus rapides. Puis en architecture, y a-t-il quelque chose que tu peux faire pour motiver un peu plus le gouvernement qui aime bien construire la même boîte à chaque fois? Parce que l'unicité, c'est important. Quand tu habites à Québec ou à Limoilou, on a fait l'école, c'est pas l'école de Longueuil ou de Percé, c'est l'école de Limoilou avec leur identité, leur essence. Comment on peut convaincre le gouvernement de dire il faut qu'on s'adapte aux gens et aux lieux où ils habitent? Je passe d'abord par le développement régional. Y a-t-il quelque chose de plus laid que les Power Centers? Tu peux te retrouver, là. Oh, tu n'en es pas tout dans le monde. Exactement. C'est pareil. C'est une aire de stationnement pour laquelle, en général, tu ne peux pas te rendre autrement qu'en auto. C'est à proximité d'autoroute. C'est un lieu qui est laid. C'est un lieu qui est pollué. Puis c'est un lieu où tu n'as aucune distinction significative. Si nos écoles deviennent comme ça, ben on perd ce développement régional. Parce qu'une ville n'a rien à dire, hein, je pense, sur l'architecture, sur la bâtisse. Alors, ils pourraient décider. La ville, c'est le terrain. LED. Oui, la ville, c'est le terrain. Il n'y a pas un gars de talent, il n'y a pas de firme d'architecte, il n'y a pas de comité d'urbanisme là-dessus. Des endroits, là, par exemple, nous, on discute des fois avec des centres scolaires, on aimerait ça qu'ils montent en hauteur. Oui. On aimerait ça qu'ils montent en hauteur par densité pour laisser de l'espace, de la verdure. Oui, c'est ça. Oui. Pour laisser de l'espace pour la verdure, laisser de l'espace des potagers, laisser de l'espace pour partager les espaces. On a beaucoup de résistance. Je ne veux pas dire qu'on a juste les bonnes clés. Oui. Je ne blâme pas personne, mais le modèle, c'est qu'on sait. C'est 1 ou 2 étages, parce qu'après ça, c'est bien compliqué, puis il y a des enjeux probablement que je ne comprends pas, mais... Il ne semble pas exister c'est-à-dire qu'on a 4 étages. Je sais. Je sais. On peut peut-être vous aider aussi dans ça, là. Peut-être à convaincre des gens. Ben, écoute, Bruno, on pourrait en parler pendant des heures. Merci d'avoir été notre premier invité. Quel privilège. À ce balado-là. Je pense que comme gars de Montréal, le monde de Québec sont bien chanceux. Ah non, nous sommes chanceux de vous avoir. Bien, écoute, on va t'avoir à l'œil. Mais Bruno, ça demande quand même une ville et un maire qui inspire. Tu en es un, tu es arrivé dans l'espace public, ça fait du bien. Et t'es pas le seul, hein? La mairesse de Longueuil, la maire de Laval, on voit maintenant qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, qui veulent changer les choses. Moi, ça m'inspire, personnellement. Je suis un impatient dans la vie. Je suis un gars qui passe à l'action.
Enfin, là, maintenant, on a des gens qui arrivent sur des sièges. Bien entendu, tout le courage que tu vas prendre, on va l'appuyer parce que c'est ce qu'on veut. On veut que c'est des gens qui ont du courage à changer les choses. Il faut les appuyer. Le message est bien entendu. Puis, c'est la même chose de mon côté. À Saguenay, on a beaucoup à faire. Et nous, notre ville chouchou, c'est celle de Québec. Et quand Québec fait des choses, souvent, Saguenay suit par la suite. Donc, c'est très important que tu réussisses. Là, on va y travailler, je vais y donner tout mon âge. Merci Bruno. Merci. Les gars, Pierre Thibault, Pierre Lavoie, merci beaucoup. Et puis, on va se retrouver.